Monsieur Cyrulnik, déjà vous avez une histoire qui est incroyable, qui est certainement à l'origine de votre envie d'écrire. Pourquoi cette envie d'écrire à ce moment-là? Enfin moi c'est vraiment la période là qui me fascine parce que je trouve que votre livre est plus que d'actualité. Donc est-ce que c'est l'actualité qui a encouragé ce livre ou est-ce que c'est ce livre qui tombe au bon moment, j'ai envie de dire? Il tombe tragiquement au mauvais moment parce que il est tragiquement prémonitoire. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. Je voulais faire un bilan de l'accès à la connaissance. Alors l'accès à la connaissance, d'abord les animaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Et puis ils ont à nous apprendre que la violence est humaine, surtout masculine d'ailleurs, et qu'on peut la contrôler par l'éducation, ce qui n'est pas le cas. Et il y a une autre forme de violence qui n'est que humaine, c'est la violence idéologique, où on se soumet à des idées. Et là, c'est tragiquement ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, hein, pas seulement au Proche-Orient, pas seulement en Europe, hein, mais ça se passe sur la planète entière. On voit un retour aux deux formes de violence. La violence animale, où on est débordé par nos émotions qu'on ne contrôle pas, et la violence des langages totalitaires où on se soumet à une représentation délirante, complètement coupée de la réalité pour laquelle on est prêt à tuer et à être tué. Et alors, dans ce livre, vous exposez du coup énormément, effectivement, l'importance du langage, puisque c'est grâce à ce langage, à cette parole, qu'on arrive à créer des idéologies. C'est peut-être ce qui manque à l'animal, et peut-être tant mieux d'ailleurs, hein, au vu de ce qui se passe. Et vous abordez beaucoup, alors moi qui ai 2 enfants en bas âge, l'importance aussi de la mère, et j'ai presque envie de dire de la tribu. C'est pas seulement la mère, c'est une tribu, et quand vous dites, quand vous êtes parti en Amérique latine, je crois, la différence avec les favelas, j'ai vu une interview de vous. Et alors, tout cela, est-ce que c'est... Bon, là, forcément, en pays de guerre, ils en sont privés. Mais j'ai vu dans votre livre un chiffre qui m'a sidérée. Je crois que c'est 20% aux États-Unis d'enfants qui ont des troubles émotionnels. Et pourtant, aux États-Unis, c'est pas un pays en guerre. Alors, j'aimerais peut-être votre analyse là-dessus, parce que moi, j'ai été terrorisée, en fait, avec ce chiffre-là. Je me suis dit, est-ce qu'en France, c'est ça? Est-ce que c'est peut-être à nous, parents, de changer nos comportements? C'est pas aux parents qui changent de comportement, c'est à la culture locale. C'est-à-dire que s'il y avait un village, les femmes avant elles étaient entravées socialement, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, mais elles n'étaient jamais seules. Donc il y avait moins de dépression qu'aujourd'hui. Alors que les femmes aujourd'hui sont beaucoup moins entravées, mais quand elles mettent au monde leur premier enfant, elles ont 31 ans en moyenne et elles sont seules. Elles ont fait des études, elles ont été socialisées, puis tout d'un coup, elles sont seules à la maison avec des écrans et un tyran domestique adoré qu'elles appellent le bébé. Je confirme. Et elles sont seules. Donc c'est pas les parents, c'est la culture de village qu'il faut réhabiliter. Et ça, c'est le quartier, c'est les lieux de rencontre, les lieux de débat, les matchs de football minables, les bandes de copains. Et si on refait ça, les femmes ne seront pas seules. Actuellement, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale qu'aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, où la compétition sociale est tellement violente que les hommes sont seuls, les femmes sont seules et les bébés ne sont pas sécurisés. Ce qui explique le chiffre ahurissant de 20% de bébés en difficulté. Et ces bébés-là, surtout les garçons, deviennent plus violents que les filles et on les punit au lieu de les sécuriser, donc on les rend encore plus violents. Alors j'aurais 10 000 questions à vous poser parce que votre livre évidemment suscite 10 000. Je vais peut-être me concentrer sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez vous, c'est que vous redonnez toute sa place à l'observation et au métier de terrain. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à les dévaloriser. Et est-ce que pour vous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans le journalisme, on dit que le reporter, c'est le métier de base, parce que c'est nous qui allons à la base, à la recherche de l'information. Est-ce que ça vaut pour tous les métiers, en fait? Mais bien sûr, on a tellement valorisé le laboratoire, ce qu'il fallait faire, hein, ça a fait des prix Nobel de biologie, de technologie qui métamorphosent la condition humaine, mais qui métamorphosent aussi le climat, qui métamorphosent aussi le sol, et qui métamorphosent aussi la condition de tous les animaux. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les animaux sont bouleversés, sont rendus malades par nos progrès techniques. Alors merci le laboratoire, mais il y a une autre forme de savoir, c'est le savoir de terrain, c'est-à-dire les aides-soignantes, qui sont des vraies soignantes, les infirmières,
les médecins généralistes, qui sont une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que tous ces gens de terrain, on a disqualifié leur savoir. Or, c'est un vrai savoir. J'ai assisté aux dernières lobotomies. À Paris, à Bordeaux, il y avait des lobotomies encore dans les années 70. Hein. Je les ai vues, et c'était que des performances scientifiques. Il y avait, il faut passer par le nez, non, il faut passer par là, il faut couper là, il faut injecter de l'alcool, non, il faut couper avec un bistouri. Ça n'était que des discussions scientifiques. Et ce sont des médecins qui n'étaient pas spécialistes, des médecins de terrain, qui ont dit, mais c'est une folie, ce prix Nobel-là est devenu un crime. Et ce sont les médecins de terrain qui n'avaient pas le prix Nobel qui ont rendu ce soi-disant thérapeutique, le pénalisable. Et maintenant, c'est interdit, c'est un crime contre l'humanité. Donc ça veut dire qu'on a privilégié le laboratoire, merci. Actuellement, le laboratoire nous donne un savoir coupé de la réalité. Ce que je viens de dire, c'est la définition du délire. C'est pas des gens fous, c'est pas des psychotiques, ils sont pas plus névrosés que moi. Ils sont normalement névrosés, mais ils sont délirants. Et donc il faut garder le laboratoire et il faut ajouter le savoir de l'aide-soignante, le savoir du laboureur, le savoir du journaliste première ligne qui lui aussi, elle aussi, va sur le terrain. Bon, j'avais promis 3 questions, je vais m'arrêter là. Juste, est-ce qu'il y a un livre à venir? Tout petit. Est-ce qu'il y a un livre à venir, un nouveau livre en préparation? Il est en gestation, il n'est pas encore fertilisé. Donc... Ça me parle, les termes me parlent. Merci beaucoup pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie.